Voici l'homme sans qui le scandale Publifin n'aurait sans doute jamais éclaté. En 2012, Cédric Allain devient échevin des finances d'Aulne, en région liégeoise. Il découvre alors que sa petite commune est actionnaire de plusieurs grandes intercommunales. En tant qu'actionnaire, même si nous sommes un tout petit actionnaire, je pense qu'il est normal de s'intéresser au fonctionnement de différentes intercommunales dont on est membre, ce que j'ai fait. Et donc je suis allé dans 4 intercommunales, dont ce qui s'appelle maintenant Publifin, qui s'appelait à l'époque encore Tectéo. Et la tâche va s'avérer compliquée. Pendant 2 ans, il pose des questions et n'obtient que très peu de réponses. On ne répond pas à mes mails, on me fait un peu attendre, un peu lanterner, à tel point que j'ai dû imposer un jour par mail en disant voilà, je viendrai ce jour-là à telle heure, veuillez préparer l'ensemble des documents. Sur place, il découvre l'existence de comités de secteur, des organes consultatifs où des mandataires politiques sont rémunérés avec de l'argent public. 2 éléments l'intriguent. D'abord, les mandataires sont payés, qu'ils assistent ou pas aux réunions. Et puis, il peine à trouver des traces du travail effectué lors des séances. Je me rends compte qu'il n'y a quand même pas grand-chose. Je vois aussi qu'il y a très peu de mandataires quelquefois qui sont présents. À des réunions, je crois qu'il y a 2 personnes. Je me rends évidemment compte de la vacuité de ces fameux comités de secteur. Cédric Allain va tirer la sonnette d'alarme auprès de membres du conseil d'administration et lors d'assemblée générale, en vain. Mais fin décembre, il découvre un article dans le magazine trimestriel Médor. L'enquête traite du groupe Publifin et de son très controversé patron, Stéphane Moreau. Cédric Allain décide alors de prendre contact avec l'auteur de l'article. Il m'a téléphoné un soir pour me dire qu'il avait découvert quelque chose qui lui semblait pouvoir m'intéresser et il me demandait déjà si on pouvait se rencontrer de manière à ce que je puisse préparer un papier. Compte tenu de la bombe que je détiens, je ne souhaite pas que ça fasse un coup dans l'eau. J'ai plutôt eu envie de confier ça à un journaliste d'investigation. Un document en particulier retient l'attention du journaliste. Dans celui-ci, Cédric Allain compare les rémunérations perçues par les mandataires avec les heures réellement prestées. Certains ont gagné jusqu'à 500 € la minute. Je me dis, si tout ça se vérifie, c'est assez énorme. C'est un vrai scandale d'emploi fictif qui touche 3 des 4 partis politiques traditionnels. Potentiellement, c'est une bombe. Et la bombe va effectivement exploser. Les partis assistent impuissants à la déferlante médiatique. Une polémique qui fait beaucoup de bruit. Des mandataires d'une intercommunale liégeoise sont rémunérés 516 € la minute. Tout le monde en rêve et ce seraient des montants perçus par des élus siégeant dans une intercommunale liégeoise. L'affaire Netis Publifin qui concerne entre autres les rémunérations de certains mandataires. Ces mandataires, PS, MR et CDH, sont alors priés de se justifier. C'est une erreur que je regrette et que j'avoue bien volontiers, entre guillemets. Est-ce que c'est beaucoup? Peut-être excessif par rapport au nombre d'heures prestées, mais dans les limites de ce qui était légalement prévu. Tout est légal, c'est l'argument massu. À Liège, les 4 partis traditionnels ont voté la mise en place de ces comités de secteur. Alors, dans les états-majors des partis, c'est la panique. Devant les caméras, tous disent découvrir la situation. Ça suffit. J'ai besoin de savoir si mes mandataires ont respecté la légalité ou la déontologie. On veut qu'il y ait à l'intérieur de ces structures la bonne gouvernance, l'excellence en matière de gouvernance. Il est temps que certains comprennent qu'un mandat public, ce n'est pas win for life. Un mandat public, c'est fait pour servir l'intérêt public. Paul Magnette monte au créneau, car son parti plus que les autres est au cœur de la tourmente. Au boulevard de l'Empereur, c'est l'affolement. Car l'architecte du système Publifin est un des leurs, il s'appelle Stéphane Moreau. En 10 ans, il a transformé quelques intercommunales liégeoises en un empire industriel opaque. Les pratiques de rémunération de cet empire sont aujourd'hui dénoncées au sein même du monde socialiste. Je pense que le PS va être ferme maintenant à l'égard de M. Moreau. À titre personnel, je pense vraiment qu'il doit faire un pas de côté. M. Moreau doit choisir où il reste bourgmestre, où il est responsable d'entreprise. Mais entre-temps, la pression s'est déplacée vers un autre lieu de pouvoir, le Parlement wallon. Dans la ligne de mire de l'opposition, Paul Furlan, le ministre des pouvoirs locaux, c'est lui qui a la tutelle sur les intercommunales.
En plein scandale, la presse révèle que son propre chef de cabinet adjoint était administrateur dans la galaxie Publifinetis, le ministre Vassy. Est-ce que j'aurais pu le savoir? Je dirais évidemment. On se demande de qui on se moque quand on voit la réponse de M. Furlan. La pression est trop forte. Le 26 janvier, Paul Furlan jette le gant. J'ai pris la décision de présenter ma démission au gouvernement. En quelques semaines, le scandale a emporté un ministre et des dizaines d'administrateurs du groupe Publifin. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'emprise de la fédération liégeoise du PS sur l'économie de la région qui est pointée du doigt par certains. C'est un système de nature mafieuse parce qu'il fonctionne sur le principe suivant. Il fait la loi lui-même, il distribue de l'argent à tout le monde pour que personne ne pose de questions. Le système peut-il vraiment être qualifié de mafieux? Qui l'a mis en place et surtout comment? Ce soir, Question à la Une vous plonge au cœur de cette affaire politico-économique avec cette question. Publifin est-il vraiment un win for life pour certains hommes politiques? C'est l'histoire d'un homme de l'ombre qui a bâti un empire estimé à 3 milliards d'euros. C'est l'histoire d'un homme qui, en 20 années de vie politique, n'apparaît que très rarement devant les caméras. Dans les archives de la RTBF, quelques interviews à peine, et toujours pour des questions de politique locale. Car le parcours de Stéphane Moreau est intimement lié à la région liégeoise. Stéphane Moreau, c'est quand même ce qu'on peut appeler un self-made man. Absolument. Il vient d'une cité à Anse, élevé par ses grands-parents quand même. Il n'a pas toujours eu facile. Hein. Ça, il ne faut pas le nier non plus. Il a beaucoup bossé. Stéphane Moreau va décrocher un master en sciences politiques et économiques. Dans la foulée, il intègre le cabinet de celui qui est alors député, Alain Van der Biest. Et c'est là vraiment qu'il était pris dans l'engrenage politique socialiste liégeois, on va dire ça comme ça. Et quelques années plus tard, 90 de mémoire, où là, carrément, André Coles le prendra un petit peu sous son aile. Et quand on sait qu'André Coles est quand même le père de ces leviers publics économiques, ça permet de comprendre bien des choses. Stéphane Moreau va gravir les échelons de la vie politique locale, un par un. Et déjà, chez ceux qu'il rencontre, il laisse une impression particulière. À l'époque, Gilbert Liben est responsable syndical à Liège. Il n'a pas oublié ses premiers contacts avec Stéphane Moreau. À l'époque, je pense qu'il n'avait pas tout à fait 30 ans. Et le garçon est d'une sympathie évidente. Hein. Au contact, il est extrêmement chaleureux. J'ai pu très vite remarquer qu'il avait beaucoup d'ambition, ce qui en soi est plutôt pas un défaut, mais qu'il avait une soif de pouvoir et une soif aussi d'argent. Tout était sujet à ce qu'il puisse demander des augmentations ou un mandat supplémentaire. Stéphane Moreau accumule rapidement les mandats, mais le début de sa fulgurante ascension va avoir lieu en septembre 2005. Il devient alors directeur de l'Association liégeoise d'électricité, l'ALE. Cette intercommunale gère le réseau de distribution d'électricité dans de nombreuses communes de Liège et des environs. Cette intercommunale est l'une des plus puissantes de la région. Il est arrivé à la tête de l'ALE, il a été nommé directeur général en septembre 2005 et très rapidement, il a développé ce groupe en absorbant d'abord tous les câbleaux opérateurs wallons pour créer un réseau de distribution de télévision à l'échelle de la Wallonie. Il a absorbé d'autres intercommunales. Tous les contacts qu'on peut avoir concernant Stéphane Moreau diront que c'est un manager exceptionnel, qui d'ailleurs, tout le monde se demande un petit peu pourquoi il n'est pas manager dans le privé, parce qu'il a une capacité, une vraie vision économique. Il a parfaitement compris qu'il avait l'occasion de devenir une sorte de Madoff liégeois. C'est un homme d'affaires qui, par un charisme certain, arrive à faire croire que ce qu'il fait est génial pour ceux qu'il représente. Et donc, il a développé ce grand groupe qui est actif dans différents secteurs, les télécommunications, l'énergie, maintenant les assurances, les médias. Mais à côté de ça, il y a
une espèce d'intransigeance chez lui. La menace facile, la pression facile, c'est une réalité chez Stéphane Moreau. Cette réalité, les travailleurs de Tecteo en font l'expérience en 2009. La scène est tournée par un des travailleurs. L'entreprise fait alors l'objet d'un plan d'économie drastique. Stéphane Moreau monte à la tribune et s'adresse au personnel. Je n'ai pas l'habitude de plaisanter, mais pour faire avoir vraiment mal. Gueulez, ça va faire avancer les choses, gueulez. Ça va vraiment faire avancer les choses de cette boutique. Croyez-moi. Et comme je dis que j'en ai marre, j'en ai marre encore. Et on va y venir. Ce n'est pas une réunion syndicale de premier rapport disciplinaire qui va être pour moi. Je pense que je hurlais, puisque moi je n'avais pas de micro, et je répondais à Stéphane Moreau par rapport aux attaques. C'est d'une grande agression, personnelle. Il était très arrogant envers moi, mais envers le personnel aussi. Je ne plaisante pas. Les perturbateurs, ça va bien aller. Revenez-le. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui a une vision très libérale de l'entreprise. Pas du tout une vision de service public et de mission à rendre aux citoyens. Il n'est pas du tout là-dedans. Et où il a ce qu'il désire, il doit l'avoir. Un enfant gâté, Stéphane Moreau, il se fait en tout cas beaucoup d'argent. Nous nous sommes procuré sa fiche de paie pour l'année 2008, un an avant qu'il demande aux travailleurs de se serrer la ceinture. Sa rémunération annuelle brute, assurance groupe comprise, s'élève déjà à 470 000 € à l'époque. Elle approcherait aujourd'hui les 593 000 €. Avec les bonus annuels, plusieurs sources l'évaluent même à 960 000 €. Est-ce que vous jugez normal un tel salaire dans des sociétés qui sont contrôlées par une intercommunale? Je trouve que de tels salaires sont totalement injustifiables dans le secteur public, mais je vais vous le dire aussi, je trouve que c'est totalement injustifiable dans beaucoup d'entreprises privées. C'est même plus la gauche caviar, c'est la gauche golden card, quoi, comme je l'appelle. Je veux dire, voilà, c'est 966 000 € par an, je vous dis, moi, voilà. Dans le secteur public, il y a des règles et elles doivent être respectées, il y a des plafonds qui ont été fixés par la région Wallonne, il y a des règles de transparence. Le problème n'est pas que M. Moreau n'ait pas obéi à ces règles, c'est qu'il a trouvé un système en créant des filiales pour se mettre en dehors de cette tutelle et en dehors de ces règles. Le système mis en place par Stéphane Moreau, le voici. L'intercommunal Tecteo va devenir Publifin, les mandataires politiques continuent d'y siéger. Mais la gestion opérationnelle du groupe, le véritable pouvoir, va être transféré à Netis, une structure cette fois entièrement privée. C'est de là que Stéphane Moreau va gérer son groupe et ses 52 filiales dans les médias, l'énergie, la finance. La structure est complexe et opaque, une véritable nébuleuse. Il y a une philosophie derrière. Il y a vraiment une philosophie qui est celle de dire on va privatiser les intercommunales. On va libéraliser des secteurs, une libéralisation du secteur de l'énergie, des télécoms qui ont été votés par le PS, le CDH et le MR, et on va faire jouer toutes ces intercos dans le monde des multinationales. Et finalement, l'histoire de Netis, c'est ça. C'est une interco qui veut devenir une multinationale. Et pour devenir une multinationale, elle rémunère l'ensemble de ses dirigeants comme dans une multinationale. Dans les coulisses du Parlement wallon, la privatisation des activités de Tecteo et les rémunérations pratiquées vont rapidement diviser. Beaucoup y voient une volonté d'échapper au contrôle de la région wallonne. Sur le terrain, certains responsables syndicaux ont exactement la même analyse. Ils ont d'ailleurs tenté de le faire savoir aux plus hautes autorités wallonnes. En 2014, nous avons encore fait beaucoup de démarches envers les politiques parce que justement il y avait cette grande structure Netis qui allait se faire et on savait bien qu'ils allaient vider le sens même de l'intercommunal et vider de sa mission, mais de son prix, de sa valeur. Et vous êtes allé voir qui? On est allé voir Magnette.
on est allé voir Marcourt. Et Magnette, je me souviens très bien, quand on est allé le voir, qui nous disait « Mais oui, mais enfin, c'est quand même un merveilleux instrument économique. Si j'avais pu faire la même chose à Charleroi, je l'aurais fait. » Il semblerait que vous étiez admiratif de la structure mise en place par Stéphane Moreau. Non, j'ai toujours dit, effectivement, que moi j'admire le fait qu'avec de l'argent public, on crée de l'activité publique et on crée de l'emploi en Wallonie. Donc moi, ça, j'ai toujours eu une grande admiration pour ça. Par contre, je pense effectivement qu'aujourd'hui, et c'est ce que le gouvernement wallon a décidé, on doit faire toute la transparence sur le groupe. C'est que demain, sans doute, on doit avoir une meilleure articulation entre les différentes activités. Ça doit être clair. Car c'est là l'une des clés du groupe Publifin. Très peu de personnes y voient clair et connaissent vraiment Nethys. Parmi eux, évidemment l'architecte Stéphane Moreau, mais également d'autres hommes politiques liégeois, des visages peu connus, mais qui sont à la manœuvre à la province. Le socialiste André Gilles, le CDH Dominique Drillon et le MR Georges Pire. Les trois partis traditionnels sont impliqués dans la structure et chacun y a des hommes qui en ont largement tiré profit. Tout le monde s'est sucré, mais avec des traitements qui dépassent l'entendement. Si ce que le soir dit est vrai, que M. Gilles a 360 ou 55 000 euros, que M. Pire pour le MR en a 300, que M. Drillon, qui est le chef de l'opposition à la province, en a 300. Mais c'est la honte, hein. Ces gens doivent être virés. Hein. Il y a aussi même des personnes, des mandataires, aujourd'hui députés Porkmez, qui se font payer via une société écran, alors que ces sociétés écran servent simplement à éluder de l'impôt et donc payer moins d'impôts, c'est évidemment inacceptable. Tous les partis traditionnels sont donc mouillés, mais à des degrés divers. Le PS, le CDH et le MR avaient tous des élus qui ont touché de l'argent au sein de Nethys ou dans les comités de secteur de Publifin. Mais tous, écolos compris cette fois, ont voté la mise en place des comités de secteur et leur généreuse rémunération. Alors comment ces pratiques ne sont-elles pas remontées jusqu'au sommet des partis francophones? Cet universitaire liégeois, proche du parti écolo, a une explication. Il évoque un système de nature mafieuse. On est ici face à une sorte de collusion d'intérêts qui se tiennent tous entre eux, qui vont en quelque sorte faire leur propre loi. C'est pour ça que tout le monde clame qu'il n'y a rien d'illégal dans le système Netfin, et qui vont utiliser cette collusion d'intérêts pour s'attribuer des marchés, des mandats, de l'argent, de l'influence, en jouant sur cette sorte de loi du silence. Quiconque, quelque part, mettrait en cause le système serait considéré comme traître à la cause liégeoise. La loi du silence, une règle d'or aussi à l'intérieur de la nébuleuse Publifin Nethys. Cet administrateur de Publifin va en faire l'expérience. Un soir de novembre 2013, il est convoqué au conseil d'administration. À l'ordre du jour, l'adoption du règlement d'ordre intérieur des comités de secteur. Ce soir-là, on va clairement lui faire comprendre qu'il doit rester discret sur ce qui se passe au sein de la structure. Lors du CA du 12 novembre 2013, sans que leur présence ne soit annoncée, il y avait 2 avocats qui étaient présents et, entre autres choses, ils nous ont clairement rappelé les obligations des administrateurs en matière de discrétion. Mais je vous assure vraiment que même si tout le monde de bonne loi comme ça reste un peu sympathique, le message était clair. Si vous continuez, on vous assigne et on vous révoque. Est-ce que, pour vous, c'est une pratique d'intimidation? Oui. À partir du moment où on évoque une poursuite en justice des dommages et intérêts et une possibilité d'être révoqué, pour moi, c'est une menace claire. Les menaces, cet élu MR, cette fois, a dû également y faire face. En 2009, elle négocie entre autres avec André Gilles et Stéphane Moreau le rachat de Brutélé par Tectéo. Elle défend les communes bruxelloises et elle hésite à céder leur réseau de télédistribution à Tectéo. Les responsables liégeois tentent alors de la convaincre par des propositions alléchantes.
C'était on va aller manger dans un bon restaurant, avec des bons vins. Ils m'ont également proposé de devenir membre du comité directeur en me disant voilà, tu peux siéger après comme présidente, coprésidente de Brutélé dans le comité directeur, tu auras des bons émoluments. Simplement, la seule règle, c'est qu'il ne faut pas tout raconter aux administrateurs parce qu'eux, ils doivent savoir le strict minimum. Les décisions sont prises dans ce comité directeur. Le reste, voilà, on les informera de ce qui est nécessaire. Mais Viviane Teltoy-Beaune ne va rien céder. Le ton va se faire alors beaucoup plus menaçant. Si tu n'acceptes pas, tu verras ce qui va t'arriver. Ça veut dire quoi? Je dis, ce sont des menaces. Tu verras ce qui va t'arriver. Tous les administrateurs de Brutélé reçoivent alors une lettre à leur domicile, signée Stéphane Moreau et André Gilles. Ils y écrivent que s'ils s'opposent au rachat de Brutélé, les administrateurs engagent leurs responsabilités personnelles et pourraient être poursuivis en justice. Cette lettre n'a pas seulement été envoyée au siège de Brutélé, à l'attention des administrateurs, mais elle a été envoyée au domicile personnel de chacune et de chacun. Et donc, en fait, il y a vraiment des administrateurs qui ont paniqué. Ce week-end-là, moi j'ai reçu beaucoup d'appels d'administrateurs, l'un qui me disait qu'il avait arrêté les travaux dans sa maison, l'autre qui pensait qu'on allait venir le forcer à vendre sa maison, parce que la manière dont la lettre est rédigée, quand on dit c'est une faute personnelle également, ça veut dire ben, on va venir vous chercher. Ces méthodes, Stéphane Moreau et son entourage en sont visiblement coutumiers. Ils n'hésitent pas non plus à les utiliser contre des membres de leur propre parti. En 2012, Tectéo souhaite absorber l'AIEG, l'intercommunale qui gère le gaz et l'électricité à Andenne. Le bourgmestre Claude Erdekens s'oppose fermement à la transaction. Les Liégeois tentent alors de le soudoyer. Ils ont même proposé à un moment donné que l'un de nos responsables soit grassement rémunéré si on était absorbé. Ils ont essayé de vous acheter? Mais bien sûr, nous ne mangeons pas de ce pain. Nous avons dit non. Et nous avons notifié notre refus d'être achetés. Claude Erdekens refuse. Il estime que Stéphane Moreau, pourtant du même parti que lui, utilise l'argent des communes pour faire des investissements hasardeux. Et Claude Erdekens en informe les autres communes actionnaires du groupe. Nous leur avons dit, on est en train de vous rouler. Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, vous ne vous êtes pas rendu compte, mais nous vous signalons qu'on vous a soustrait des dividendes gaz et électricité que vous deviez percevoir 300 millions d'euros. On nous prend pour des cons. On nous a menti. Et ils ont vendu du vent à l'ensemble des communes et à la province en faisant état d'un empire économique liégeois qui allait remplacer Cochrane, etc. Tout ça, c'est du vent. Depuis 3 mois, les langues se délient, mais beaucoup de questions restent en suspens. Qui connaissait les méthodes d'intimidation en vigueur au sein de Publifin? Pourquoi les autorités wallonnes ne sont-elles pas intervenues plus tôt? Qui savait que dans les comités de secteur, des élus PS, MR et CDH touchaient d'importantes rémunérations sans assister aux réunions? C'est l'élément déclencheur de l'affaire, et sur ce point, Cédric Alain, échevin CDH à Aulne, dit pourtant avoir alerté les instances de son parti. Je fais part dès janvier 2014 à M. Drion, en l'occurrence, qui était un administrateur CDH, de mon malaise par rapport au comité de secteur. Dominique Drion n'aurait pas fait remonter l'information dans son parti, plutôt gênant pour les quelques mandataires CDH qui ont accepté de nous parler. Mais Dominique Drion était quand même au comité de déontologie du parti. Oui, c'est vrai, il a exercé cette fonction. Et donc, la situation qui était la sienne, effectivement, peut poser en tout cas quelques interrogations par rapport aux éléments qui sont portés à notre connaissance. Les instances du CDH n'auraient donc pas été mises au courant. Le discours est identique dans tous les partis francophones. Pour ma part, je n'étais pas au courant des rémunérations et pas au courant que les comités de secteur ne se réunissaient pas. Alors que les comités de secteur existent, tout le monde était au courant. Vous savez, au Parlement wallon... Et votre fédération ne connaissait pas les montants des rémunérations ?
Ah non, je ne pense pas. Que les montants des rémunérations et le fait qu'ils ne se réunissaient pas, en tout cas moi je n'ai... fédération de Verviers, mais je ne pense pas que les fédérations... Vous savez, Monsieur Baclen, par exemple, ne savait pas. Il faut lui poser la question, mais je ne pense pas... Il ne veut pas nous répondre, donc je vous la pose à vous. Oui, mais je ne pense pas qu'il était au courant des rémunérations. Comment les administrateurs pouvaient-ils savoir par avance que c'était des mandats fictifs et qu'en fait aucun travail ne serait fourni? C'est écrit dans les statuts qu'il y a... Que c'était à cause de travail, que ce sont des mandats fictifs? Non, c'est écrit dans les statuts que c'est pour 4 réunions par an, c'est pas beaucoup. Si on s'intéresse à la chose, on sait déjà que c'est pas beaucoup. On peut entendre ça? Des responsabilités reconnues à demi-mot, sauf du côté d'Andenne, où le bourgmestre socialiste désigne clairement des responsables. Qui a mis le système en place? Les vrais coupables sont ceux qui ont permis d'acheter des mandataires communaux et provinciaux en leur donnant un fric incroyable à ne rien faire pour qu'ils ferment les yeux sur la captation de leurs actifs. Je crois qu'il y a une responsabilité des 4 fédérations politiques liégeoises. Le PS, le MR, le CDH et Écolo. Ils ne pouvaient pas ne pas savoir. Sauf à les prendre pour des idiots. Mais je ne pense pas que ces gens sont des idiots. Reste une interrogation. Comment la région wallonne n'a-t-elle rien vu? C'est elle qui a la tutelle sur les intercommunales. Alors pour l'opposition wallonne, c'est clair. Elle n'a pas voulu voir, elle n'a pas réellement eu la volonté de contrôler. Depuis 2 ans et demi, lorsqu'Écolo a quitté le gouvernement, les enjeux de gouvernance ont été totalement mis en dehors des priorités du gouvernement. Là, c'est assez évident, il n'y a plus de réformes sur le sujet. Les réformes votées n'ont pas été exécutées. On a retrouvé toute une série de pratiques de politisation d'administration avec des gens qui arrivent à la tête d'organismes sans aucune procédure. Je demande depuis un peu moins de 10 ans, vous allez me dire, c'est long, mais un cadastre des rémunérations. Ça m'a toujours été refusé, toujours été refusé. La critique est acerbe mais facile aux yeux du ministre-président wallon. Paul Magnette ne cache pas son agacement. Monsieur Géolet ne peut pas faire comme s'il ignorait les faits, alors que c'est lui, comme l'a bien dit le chef de groupe au Parlement wallon, il y a un peu le monsieur Géolet qui est au Parlement de Namur et qui joue les chevaliers blancs, et puis il y a monsieur Géolet qui est le chef de file dans la province de Liège et qui fait les deals, et donc il dénonce d'un côté les deals qu'il fait de l'autre côté. Ça, c'est pas possible. Mais le ministre-président wallon le reconnaît, la région wallonne a tout de même une part de responsabilité. Si nous avons une responsabilité, c'est peut-être d'avoir été un peu trop lents. C'est pas que nous n'ayons pas agi, mais ce monde changeait à du 200 à l'heure et nous, on régulait à du 120 à l'heure. Voici l'endroit où on devrait tirer les conclusions du scandale Publifin. On a promis d'y faire toute la lumière, à 200 à l'heure si nécessaire. Voici l'endroit où l'on a surtout vu un invraisemblable faux départ. Au 2e jour de la commission d'enquête du Parlement wallon, l'un des principaux intéressés, André Gilles, ne se présente pas et il le fait savoir par mail le matin même. Madame la Présidente, à mon très vif regret, il me faut vous faire savoir que mon état de santé, attesté par mon médecin, ne me permet pas de comparaître aujourd'hui devant la commission d'enquête que vous présidez. André Gilles devrait normalement être entendu dans le courant du mois de mars, tout comme Stéphane Moreau, également sous certificat médical. Reste que ceux qu'on a entendus pour le moment, comme Dominique Drillon et Georges Pire, n'ont pas l'air de prendre toute la mesure du scandale. Au cours d'une interruption de séance, Georges Pire s'est montré fort prompt à critiquer les mandataires qui siégeaient dans les comités de secteur. Évidemment, quand on apprend qu'ils n'ont pas fait leur travail, certains, alors je dis ça à tous les i que vous voulez, inadmissible, inacceptable, inqualifiable. Et ça... votre rémunération à vous, elle, on a parlé de 300 et 2000 dans la presse, elle se justifiait? Attendez, parce que c'est bien ce que c'est écrit dans la presse, mais... C'est pas juste? Attendez. Quand il s'agit de lui, Georges Pire est un peu moins pressé de fournir des explications. Avec les mandats publics, je ne dépassais pas les 150%. Point. Les mandats publics, mais vous aviez tous les mandats dérivés au niveau des mandats, oui, mais non. Attendez. Nétis, prenons Nétis, puisque l'actualité, c'est une société anonyme de droit privé. Je n'y suis pas comme conseiller provincial, ni comme mandataire tout court. Vous y êtes pourquoi? J'y suis à titre privé. Et notamment... C'est pas un peu hypocrite quand même de dire ça? Ah non, pas du tout. C'est pas l'argent que vous gagnez qui vous motive? Oui, l'argent, j'ai encore répondu à vos confrères hier.
Je vous assure, je suis ingénieur de formation. Si j'avais fait, j'aurais pu d'ailleurs, pas de regret, hein, mais pas de regret, mais une carrière dans le privé. J'avais été atterri par l'argent, j'aurais fait une carrière dans le privé. Et je vous assure que il y a déjà longtemps que j'aurais terminé et que pas des moyens que je n'ai pas aujourd'hui. Nous voilà rassurés, le vice-président de Netis n'est pas intéressé par l'argent. La commission d'enquête, elle, devra faire toute la lumière sur le scandale Publifin. Les partis l'ont promis, ils joueront pleinement le jeu. Mais pour ce qui est d'évoquer l'affaire devant nos caméras, on repassera.